Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien, je suis motivé à l'idée de faire cette petite vidéo qui me tenait à cœur. Nous allons faire une petite preview de la Vuelta. Alors je vous rassure, hein, contrairement à d'autres médias qui font des previews un petit peu plus longs, parce qu'ils sont plusieurs, parce qu'ils ont peut-être un peu plus aussi de connaissances que moi, je vais faire une preview, on va dire, à ma hauteur, donc c'est-à-dire que je vais vous donner, moi plutôt, mon top 5, mes favoris pour les différents maillots, et aussi potentiellement les coureurs que je vais attendre, les coureurs qui m'intéressent. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai regardé plusieurs previews sur YouTube, sur internet directement, avec je pense notamment à Radio Fringale, ou même par exemple le Vélo Futé. Enfin, j'ai essayé de regarder un petit peu quelques 4-5 previews, je dirais à peu près, pour essayer de me faire aussi une idée, avec aussi mes idées, avec aussi mes a priori. Et puis comme ça, j'ai le parcours moi sous les yeux, donc comme ça je vais pouvoir aussi vous donner mon avis sur ce parcours. Et puis on va partir tout de suite pour cette première rubrique. Et donc pour cette première rubrique, on va s'attaquer d'abord au parcours de cette Vuelta. J'en ai entendu beaucoup de mal. Honnêtement, au début, j'avais du mal un peu à comprendre pourquoi. À force de regarder le parcours, je comprends pourquoi. En fait, beaucoup de gens sont un peu agacés. Honnêtement, il est très déséquilibré. Alors, le fait, et je parle pas du tout en termes géographiques, hein, parce que ce soit sur le Tour de France ou le Tour d'Espagne, en règle générale, c'est très compliqué de réussir à faire un parcours qui peut vraiment faire tout le tour du pays. Même en France, on le voit très bien, c'est très compliqué, et c'est pour ça que tous les ans, il y a des gens qui se plaignent de pas voir forcément le tour passer vers chez eux. Honnêtement, c'est pas forcément comme je le disais, donc du coup, je trouve que c'est pas forcément la géographie du parcours qui me dérange, c'est plutôt en fait justement le type d'étape qui a été choisi. La critique qui est beaucoup revenue, c'est surtout le grand départ qui se fait en Italie, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. On sait que l'Espagne et l'Italie sont réputés pour faire des départs en dehors de leur pays. Là, le vrai problème, c'est surtout en fait qu'on se retrouve dans le nord de l'Italie, on est à la frontière avec la France, et qu'on n'a pas une seule étape de montagne. On est près des Alpes, on aurait pu avoir un petit peu à l'image du Tour de France quand ils étaient partis du Pays Basque, où on a eu très rapidement une étape de montagne. Alors certes, c'était pas une arrivée au sommet, mais on avait eu une grosse étape de montagne, et ce qui avait permis en fait justement aux favoris de s'expliquer directement. Moi personnellement, je trouve ça plutôt cool. Alors j'aime bien aussi les tours un peu plus classiques où la montagne met du temps à arriver, mais là je comprends pas pourquoi ils ne se sont pas motivés à essayer de faire au moins une étape de montagne sur ces 4-5 premiers jours. Mais bon, c'est comme ça, et puis je trouve aussi qu'on a vraiment trop délaissé les sprinters. Honnêtement, aujourd'hui, on le voit, les sprinters, il y a 4 étapes de sprint, mais sur les 4 étapes de sprint, il y a déjà l'arrivée finale, si je dis pas de bêtises, l'arrivée à Madrid. Vous avez aussi l'étape 19, mais encore une fois, c'est du faux plat montant. Et les premières étapes, vous avez la première étape qui est une étape de sprint, je crois, classique, vraiment tout plat. Mais par contre, après, derrière, pareil, c'est l'étape 2, c'est une étape qui est considérée en moyenne montagne, mais ça correspondra à un mec comme Mats Pedersen. L'étape 3, c'est une étape pareil qui se finit aussi en faux plat montant, donc ce sera pareil. Et l'étape 4, pareil. Donc honnêtement, franchement, je trouve ça quand même vachement triste de pas voir autant d'étapes de sprint. Alors je comprends qu'en plus avec ce qui s'est passé en plus sur le Tour de France, ça va pas aller dans le sens des sprinters, honnêtement. Mais je trouve qu'il faut quand même, il va falloir que sur les grands tours, on retrouve des étapes où les sprinters où les sprinters peuvent s'exprimer, parce que sinon c'est commence à être un peu triste, et on risque de voir disparaître. Déjà que je trouve que les purs sprinters ont quasiment disparu, parce que aussi c'est avec l'avancée aussi de notre du cyclisme, où on est sur un cyclisme plus moderne, où on a des coureurs qui sont beaucoup plus complets. Mais je trouve que c'est quand même dommage de se retrouver avec des étapes où on a vraiment, en fait, on va avoir quoi, deux occasions vraiment pour les sprinters de s'exprimer. Alors dans tous les cas, il n'y avait pas forcément une grosse start list, hein, mais on va dire que pour Philipsen et Pedersen, on va dire derrière c'est quand même assez faible entre guillemets, bien évidemment.
Sinon, je trouve qu'il y a quand même de très très belles étapes. On va pouvoir, par contre, sur le reste, hormis les sprints, c'est la petite nuance que moi je ferais, c'est que je trouve qu'il y a quand même de très belles étapes où on va pouvoir quand même aussi se régaler. Je pense à l'étape 6, celle qui finit à Andorre. Bon, ça va être le Pal Andorra qui va être très sympa. L'étape aussi, l'étape suivante, hein, celle qui nous mène à Serler-Huesca à la Magia, ou avec une dernière montée qui est en 3 temps, qui va être très très intéressante. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Après, on voit qu'il y en a aussi beaucoup d'étapes un peu classiques de la Vuelta, c'est-à-dire des étapes un petit peu vallonnées, et puis une grosse montée à la fin, bien difficile, histoire de faire bien mal. Il y a aussi l'étape de Bilbao. Alors forcément, c'est un classique, hein, mais l'étape de Bilbao me donne vraiment envie, parce que c'est toujours des étapes où on se fait plaisir, où il y a forcément toujours, où ça bouge toujours. Donc très hâte de voir ce que ça peut donner. Et j'ai très hâte aussi à l'étape 13, hein, celle qui aura lieu le vendredi 5, le vendredi 5 septembre, si je dis pas de bêtises, avec l'arrivée à l'Angliru. Ça va être exceptionnel. J'adore cette montée. J'adore cette montée à la télé, bien évidemment, mais ça va être exceptionnel. Et puis en fait, les 2 étapes là qui sont à la suite vont être vraiment top, entre l'étape 13 et l'étape 14. On va vraiment pouvoir se régaler. Donc d'un côté, je comprends les critiques sur le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup d'étapes, pour les sprinters, qu'elles soient un petit peu déséquilibrées, que justement il n'y ait pas forcément beaucoup d'enchaînement, hormis justement cette, comme je l'ai dit, hein, ce petit moment entre l'étape 13-14 où on a une belle, on a un bel enchaînement, mais sinon en fait c'est toujours entrecoupé, soit d'un contre-la-montre, soit d'une étape pour baroudeur. Donc je peux comprendre que le parcours soit assez frustrant, mais je laisserai quand même une petite chance. Je trouve qu'il faut quand même laisser une petite chance à ce parcours, parce qu'il y aura quand même la possibilité, je pense, de pouvoir faire des différences, de voir des personnes attaquer. Alors, contrairement au Giro, où je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus d'occasions pour des outsiders ou pour des baroudeurs de pouvoir se faire la malle, on va dire, en cours d'étape. Je pense notamment à Egan Bernal. Mais par contre, justement, je trouve que le fait qu'il y ait peut-être moins d'occasions de tenter en cours d'étape va peut-être aussi resserrer un peu plus le niveau de certains qui, je pense notamment à Bernal, mais qui pour moi, peut faire partie des favoris s'il garde ses forces et qu'il évite de se tuer à 70 km de l'arrivée. Donc on verra bien ce que donne ce parcours. Moi, honnêtement, si je devais donner une note sur 10 à ce parcours, je donnerais un 7, 6, 7, mais je donnerais plutôt un 7 en disant que par rapport à l'espoir que j'ai pour cette étape. Mais sinon, je pense que c'est quand même un parcours qui est quand même assez moyen par rapport au potentiel qu'aurait pu avoir un parcours comme ça. Mais bon, c'est pas très très grave en soi. Et maintenant, on va passer à la partie du coup favori, à la partie course, avec les différents favoris selon les maillots. Alors c'est pas compliqué, hein, je vais faire du plus important au moins important, c'est-à-dire je vais partir du maillot blanc, faire ensuite le maillot à pois, le maillot vert, et puis je vous donnerai après ensuite mon top 5. Alors, en sachant que déjà dans un premier temps, pour le maillot blanc, moi honnêtement j'étais parti sur Giulio Pellizzari. Giulio Pellizzari qui n'a pas pu être réellement leader sur le Giro, mais on l'a vu, il avait énormément de potentiel. Et le fait qu'il ait énormément de potentiel me fait dire que qu'il sera peut-être un peu plus à l'aise. Pour moi, il sera peut-être un peu plus à l'aise que sur le Giro. Je peux me tromper encore une fois, hein, donc n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises, mais pour moi il sera peut-être plus à son aise, en sachant que là il risque d'avoir une vraie équipe autour de lui. Je pense pas que la Red Bull Bora va miser sur Jay Hindley, qui fait pas forcément une saison exceptionnelle, pour ne pas dire une saison fantomatique. Donc non, je pense qu'à mon avis il y a la possibilité qu'il puisse faire quelque chose. Vous verrez, je parlerai d'Ayuso au moment venu, mais moi je le vois bien être le favori à ce maillot blanc. Alors attention quand même à Antonio Tiberi, que je ne porte absolument pas dans mon cœur pour le côté extra sportif, donc je n'ai absolument pas envie de le voir remporter ce maillot blanc, ni même faire une très bonne Vuelta, hein. Mais en tout cas, voilà, il va falloir faire attention, je pense, à Antonio Tiberi, et surtout, le grand favori pour moi, ça reste quand même Juan Ayuso sur le papier. Mais moi je mettrais une pièce sur Giulio Pellizzari, parce que je pense qu'il va arriver avec pas beaucoup de pression, une bonne préparation, une équipe qui va être
quasiment autour de lui, donc il va pouvoir en plus être bien aidé par une équipe qui est quand même qui a quand même assez d'expérience, je trouve. Donc non, ça va être intéressant. Et donc moi je partirais sur Giulio Pellizzari. Je dirais qu'ensuite on peut avoir Antonio Tiberi, ce serait pas surprenant non plus de le voir à cet endroit-là. Et puis pourquoi pas, et puis allez, la petite carte supplémentaire pour se faire plaisir, je vais vous dire Léo Bisio en troisième. Bon, après, il n'y a pas vraiment de top 3, le plus important c'est celui qui remporte le maillot. Et moi je vous dirais du coup Giulio Pellizzari. Pour ce qui concerne le maillot à pois, alors là je pense que ça fait à peu près une unanimité chez tout le monde. Tout le monde voit quasiment Fortunato être le maillot à pois. Moi je suis de leur avis, honnêtement, quand on voit les objectifs de la Astana, leur manière de courir, et quand on voit leur dernier Giro, je pense qu'il y a fort à parier que ça va se passer à peu près de la même manière, où ils vont aller jouer le maillot à pois à fond et les victoires d'étape. Sur le Tour de France, ils n'ont pas pu vraiment se montrer. Un petit peu, leur Tour de France a été d'ailleurs assez décevant, mais bon, ça peut arriver, malheureusement tout le monde ne peut pas gagner sur le Tour de France, mais justement je pense qu'ils vont arriver revanchards sur cette Vuelta, et qu'il y a moyen que justement la Astana reparte avec ce maillot à pois. Par contre, je pense qu'il faut quand même aussi faire attention à certains, parce que par exemple un Valentin Paré-Peintre peut être aussi intéressant, je pense même d'ailleurs potentiellement un Michael Landa, parce que si Michael Landa est vu comme un favori, enfin en tout cas il vient pour jouer le général, honnêtement, en sachant que c'est pas forcément en plus qu'il est en plus plutôt sur la fin de carrière que le début, qu'il est tombé sur le Giro. Moi, honnêtement, je suis pas sûr que sa préparation soit au top, donc ce serait pas impossible que très rapidement il se fasse lâcher et qu'il décide d'aller dans les échappées pour aller chercher des victoires d'étape, et en même temps pourquoi pas récupérer le maillot à pois. Donc moi je dirais Fortunato parce que ça me paraît assez logique, et après en deuxième rideau je mettrais Valentin Paré-Peintre, Michael Landa, et pourquoi pas même je pense au coureur de la Baragne, à Damiano Caruso, parce que si Caruso n'est pas le leader, ce serait pas impossible, on voit qu'il est quand même dans une pas trop mauvaise forme en ce moment, donc ce serait pas impossible non plus que, après avoir joué le classement général sur le Giro, pourquoi pas qu'ils inversent les rôles avec Tiberi aujourd'hui sur ce grand tour, et que cette fois-ci ce soit Caruso qui parte à l'avant. Et là on va arriver du coup là où il va y avoir une vraie bataille, un vrai duel, on peut même le dire, pour le maillot vert. Le maillot vert qui va se jouer très logiquement hors chute ou abandon, ou alors vraiment grosse surprise, entre Mats Pedersen et Jasper Philipsen. Alors, bien évidemment qu'il y a d'autres sprinteurs qui pourront potentiellement se mêler à cette bataille. Honnêtement, moi j'y crois pas. S'il faut rester honnête et je pense qu'il faut et objectif, je pense qu'il faut se dire que Mats Pedersen et Jasper Philipsen sont les deux seuls qui peuvent ramener le maillot, en tout cas dans les personnes qui sont plutôt des sprinteurs, parce qu'il va falloir faire aussi attention aussi aux leaders du classement général, parce que si on se retrouve rapidement dans une configuration où très peu d'échappés vont au bout, ça peut très rapidement tourner à l'avantage des favoris. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'à mon avis, Mats Pedersen ou Jasper Philipsen vont se partager les 4-5 étapes qui peuvent leur convenir, et ça suffira amplement déjà pour aller chercher le maillot vert, parce que entre les équipes qui vont, enfin en tout cas les échappés qui vont aller au bout, et du coup en plus les étapes de sprint ou de puncher, je pense qu'à mon avis ça va se jouer entre eux. Je vois pas vraiment qui peut sortir du lot, honnêtement. Moi je partirais sur Mats Pedersen. Vous savez quoi? Moi, je vais partir sur Mats Pedersen, parce que lui, il avait vraiment deux objectifs. C'était vraiment le Giro et la Vuelta. On a vu à quel point il était quasiment imprenable cette saison. Honnêtement, je suis toujours un peu dégoûté pour son Paris-Roubaix où il a crevé. Je pense que s'il crevait pas, il aurait pu faire partie des favoris pour la gagne. Et puis même on l'a vu sur le tour, je crois que c'était le Tour de Norvège, si je dis pas de bêtises, où il a fait, ou le Tour du Danemark, je sais plus, non, je crois que c'était le Tour de Norvège, je veux pas dire de bêtises, mais normalement sur le Tour de Norvège, il a remporté le classement général, il a fait des échappées de loin, il a remporté une étape au sprint, enfin bref, il est toujours dans une extra bonne forme. Donc moi, contrairement à Jasper Philipsen qui est dans le top 2 voire 3 meilleurs sprinteurs du monde, là, le problème, c'est qu'on va pas forcément être sur des sprints tout plats, qu'il n'aura pas forcément la même équipe pour l'amener,
que là, il n'y aura pas Van Der Poel pour pouvoir l'amener aux 300 mètres. Donc je ne dis pas qu'il va pas en gagner. Pour moi, je pense que Jasper Philipsen, sur les étapes vraiment toutes plates, il y a de fortes chances que ce soit lui le vainqueur. Mais attention parce que on pensait pas qu'il allait faire la Vuelta, donc il est peut-être pas non plus dans une extra bonne forme. Il y aura pas 30 000 occasions pour lui de briller. Alors après, il sait quand même aussi passer les bosses, mais attention. Donc ouais, je dirais que maillot vert sera Mats Pedersen devant Jasper Philipsen. Et après, honnêtement, je vous dirai pas de troisième nom parce que pour moi, ça va vraiment se jouer entre les deux. Et on va passer du coup sur le classement le plus important, du coup le classement au maillot rouge de leaders du classement général. Honnêtement, il y a pas mal de noms qui ressortent. Alors forcément, le favori incontesté, c'est Jonas Vingegaard, bien évidemment, qui sort d'un très bon Tour de France, alors quand je dis très bon, c'est par rapport à tout le monde, c'est-à-dire qu'il finit derrière Pogačar, bien évidemment, mais il finit quand même deuxième, largement devant le reste. Donc, on sait que c'est le meilleur derrière Pogačar. On le sait. Il vient d'arriver. Lui, c'était son objectif de faire Tour de France et Vuelta. Je sais plus c'était dans quel podcast que j'ai entendu, mais de dire que la dernière fois qu'il avait participé à la Vuelta, il avait laissé la victoire à son coéquipier Sepp Kuss. Là, cette année, ce sera pas le cas. Je pense qu'il vient avec l'ambition de remporter des étapes et ensuite et surtout de remporter le classement général, en sachant en plus qu'il va se retrouver dans une équipe qui est vraiment, vraiment, vraiment très forte, notamment accompagnée notamment de Jorgensen en montagne, donc en espérant que cette fois-ci Jorgensen soit meilleur que sur le Tour de France, en tout cas un peu plus en forme. Mais en tout cas, il y a ça va être le leader, ça va être l'homme à abattre sur cette Vuelta. Et ensuite, il va être justement ceux qui vont vouloir l'abattre. Pour moi, ça va être l'AUAE avant tout. L'AUAE qui part avec un duo qui, pour moi, ne va absolument pas marcher. Joao Almeida, Juan Ayuso, on le savait déjà que c'était déjà le cas, que les deux ne s'entendent pas. Ça, c'est connu de tous. Par contre, moi, je mettrais plus une pièce sur Almeida leader que Juan Ayuso. Pourquoi ? Parce que Almeida, on sait, déjà, il est dans une très bonne année. Il a malheureusement sa chute sur le Tour lui a un peu ruiné sa fin de saison. J'espère qu'il va revenir en forme. En fait, tout va dépendre de dans quel état de forme revient Joao Almeida. Si Joao Almeida est dans une très bonne forme, un peu comme il était sur le Tour de France ou sur le Tour de Suisse, franchement, pour moi, il sera le leader incontesté parce que pour moi, il est quand même meilleur que Juan Ayuso. Actuellement, je parle. Juan Ayuso a un vrai potentiel, mais c'est aussi une tête de con. Voilà, on va dire les termes, c'est aussi une tête de con. Donc pour moi, il va falloir que très rapidement l'un ou l'autre puisse prendre l'ascendant. Et pour moi, ce sera Joao Almeida qui va prendre l'avantage sur son coéquipier espagnol. Pour moi, je vois bien Juan Ayuso un peu faire ce qu'il nous a fait un peu sur ses derniers grands tours, c'est-à-dire avoir beaucoup de promesses et puis finalement être très décevant. Je pense que que ce sera le cas. En plus, il y a un risque aussi que ça fasse un petit peu comme sur le Tour de France, que personne veuille se sacrifier l'un pour l'autre. Donc non. Moi, je mettrais plus une pièce sur Joao Almeida pour venir titiller Jonas Vingegaard. Mais en fait, surtout, il va falloir réfléchir du côté de la UAE à comment faire tomber Jonas Vingegaard. Pour moi, ils doivent s'inspirer de ce qu'ils avaient fait sur le Tour de France à Tadej Pogačar lorsqu'ils avaient avec, si je dis pas de bêtises, c'était avec Sepp Kuss, Roglic et Vingegaard, ils avaient attaqué à tour de rôle le porteur du maillot jaune pour justement le déstabiliser et le faire craquer. Pour moi, ça va être l'objectif. C'est avec l'équipe qu'ils ont, avec le duo qu'ils ont, l'objectif, ça va être de se retrouver en 2 contre 1 contre Jonas et de faire le nécessaire pour pouvoir le faire craquer. Mais maintenant, reste à se mettre d'accord, reste à potentiellement aussi essayer de se sacrifier pour l'autre, parce qu'on l'avait bien vu la dernière fois, c'est ce qui avait fait que ça avait marché avec la Visma. C'était parce que Roglic ne jouait plus vraiment le général. Donc pour moi, il va falloir qu'ils arrivent à s'entendre. Pour moi, si le duo s'entend, ils peuvent renverser Vingegaard. Et je sais que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça, mais pour moi, si ils arrivent à renverser, s'ils arrivent à s'allier contre Vingegaard, il y a une possibilité de pouvoir le faire chuter. Et ensuite, on va passer, on va dire, au troisième rang. Le premier rang, c'était Vingegaard. Le deuxième rang, c'était Juan Ayuso
et Joao Almeida, dans la hiérarchie, je parle en termes de talent et on va dire de possibilité d'aller chercher le maillot rouge. Et là maintenant on va passer un peu à une catégorie où je pense que ça va être assez ouvert, avec notamment par exemple j'avais noté Egan Bernal, Giulio Ciccone, j'avais noté Mikel Landa, j'ai noté Giulio Pellizzari, Félix Gall aussi, qu'il va pas falloir oublier, Ben O'Connor, David Gaudu. Ça peut être des noms, alors j'ai donné des noms un peu pêle-mêle comme ça, des noms de personnes qui peuvent potentiellement aller chercher, en tout cas un top 10, ça pour moi ça me paraît évident. On peut parler aussi d'Antonio Tiberi aussi, qui a comme ça comme ambition. Moi honnêtement, je pense qu'on peut enlever des mecs comme Mikel Landa, des mecs comme Jay Hindley, des mecs comme David Gaudu. Je pense que ça va être, ils ne sont pas du tout là. Ils ont déjà en plus potentiellement certains le Tour de France dans les pattes, voire certains autres ne sont pas du tout en bonne forme sur cette saison, n'est-ce pas Gaudu. Donc je pense que justement ces mecs-là devraient potentiellement se dire, tu sais quoi, nous on va viser les victoires d'étape, on va aller chercher des victoires, on va déséchapper, essayer de se montrer pour un petit peu essayer de finir parfaitement cette saison. Par exemple, j'avais noté que Félix Gall certes fait un très bon Tour de France, mais par contre, est-ce que ça vaudrait pas le coup pour lui, après un Tour de France où ça a été dur pour lui, je pense, physiquement, est-ce que ça vaudrait pas le coup de laisser un petit peu, de laisser du temps, et pour ensuite derrière aller chercher des victoires d'étape, parce que de ce que j'avais vu, je sais plus si c'était Vélo Futé ou Radio Fringale qui en avait parlé, mais qui disait qu'il n'avait pas de victoire d'étape sur ce tour, cette année 2025. Donc pourquoi pas aller chercher une étape. En plus, on sait que Félix Gall, c'est pas non plus le meilleur descendeur, en sachant qu'il va avoir beaucoup d'arrivées au sommet. Ça peut être une occasion pour lui de ramener au moins une ou deux victoires. Pareil pour David Gaudu, je pense que David Gaudu, vu sa forme depuis plus d'un an, je pense pas que ça vaille le coup de tenter le classement général. Moi je dirais qu'à sa place, il faudrait qu'il fasse un petit peu comme il avait fait, je crois que c'était l'année dernière, où il n'était pas arrivé en forme, il avait lâché très vite dans les premières étapes avant de lutter avec les meilleurs sur la fin. Donc pour moi, je vous dirais qu'il faudrait que Gaudu, j'y crois pas. Honnêtement, moi j'y crois absolument pas. Que ce soit un top 10 ou même aller chercher une victoire d'étape, pour moi je pense qu'il va continuer un petit peu sa saison kata. Et d'ailleurs, je pense honnêtement qu'il faut aussi du côté de la FDJ se dire que si par exemple on voit que Gaudu n'est pas en forme, n'est pas du tout dans le coup, de l'enlever de la course. Je pense que ça sert à rien de le faire forcer, autant qu'il se repose au maximum, de le laisser, là, cette fin de saison, quasiment au repos, voire même tout court au repos, pour repartir en 2026 avec une forme à 100%, une motivation retrouvée. Enfin voilà, il faut que tout redevienne comme avant pour David Gaudu à l'époque en 2023 et en 2022 où il nous avait quand même fait du très bon taf. Donc et moi j'aime beaucoup le coureur. Donc pour moi pour moi c'est tout ou rien. C'est soit il se révèle, il montre en fait qu'il en a encore sous la pédale aujourd'hui et du coup il va nous faire une très belle Vuelta. Soit si on voit qu'au bout en milieu de deuxième semaine il est toujours au pâquerette, il faut je pense l'enlever de la course et le laisser se reposer pour entamer du mieux que possible la saison prochaine. Et puis pareil, après derrière, j'ai vu aussi des Jay Hindley qui a pas fait forcément une très belle année, dans le sens, alors forcément moins que Gaudu, mais pour moi il y a la possibilité d'aller chercher des victoires d'étape, de se mettre au service de Pellizzari, pour pourquoi pas aller chercher des victoires d'étape, un beau classement général. Je pense que ça peut être une possibilité pour Jay Hindley. Plutôt que de se prendre la tête à essayer de se battre pour un fond de top 10, est-ce que ça vaudrait pas le coup de vraiment faire en sorte que Pellizzari soit vraiment le leader incontesté, que lui soit vraiment son lieutenant, et que même sur certaines étapes, pourquoi pas tenter des choses. On a vu que Pellizzari sur la fin du Giro a tenté justement des échappées de long. Après il avait rien à perdre aussi bien évidemment, mais dans le sens où pourquoi pas avoir un Jay Hindley à l'avant, voire être rattrapé par un Giulio Pellizzari qui aurait attaqué un petit peu de loin pour l'amener, et pourquoi pas tenter des choses. Pareil, ça revient à ce que je disais aussi sur le cas de la UAE. Quand on est dans une équipe où on a deux leaders, en tout cas deux personnes qui peuvent être leaders, ça peut valoir le coup de tenter des choses, parce que les adversaires vont pas pouvoir suivre tous les coups
Donc donc j'ai hâte Hindley aussi de voir dans quel état de forme il va arriver déjà dans un premier temps, et surtout de voir quelle va être la tactique de la Red Bull Bora dans ce cas de figure avec Jay Hindley et Giulio Pellizzari. On va arriver aussi du coup là sur une personne, donc Michael Landa de la Soudal Quick-Step. Honnêtement, moi j'y crois pas trop. Alors oui, il sera frais. Oui, il a des ambitions de vouloir aller chercher un top 10, mais je le vois honnêtement pas aller chercher quoi que ce soit sur ce Tour d'Espagne. Il a chuté sur le Giro, d'ailleurs c'était vraiment dommage, il a pas pu être sur le Tour de France. Certes, il va être frais, mais pour moi, il est plus au niveau qu'il était avant. C'est pareil, c'est moi je le mets dans la même catégorie. Je mets dans la même catégorie que Félix Gall ou que David Gaudu, ou même que Jay Hindley. C'est dans le sens où certes ce sont de bons coureurs, mais est-ce que ça vaut le coup de s'entêter à aller prendre un fond de top 10 ou alors aller sur un coup de chance avec des abandons, etc., d'aller chercher un top 5. Alors forcément un top 5 sur un grand tour, je comprends que ce soit toujours que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Mais pour Michael Landa, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'aller chercher une victoire d'étape, en sachant plus qu'il va avoir une belle équipe quand même autour de lui? Est-ce que ça vaut pas le coup plutôt d'aller de partir avec 2 équipiers à l'avant et d'aller de se faire amener pour pouvoir dans la dernière montée pour avoir quasiment course gagnée? Je sais pas. En tout cas, il vient avec l'ambition d'aller de faire un beau résultat, d'aller faire un top 5, je crois que c'est l'objectif. Moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Pour moi, je pense que s'il joue le classement général, il sera dans le top 10, mais il sera pas dans les 5 premiers. Pour moi, il sera plutôt en fond de top 10, ou alors à la limite, il ira accrocher une 6e ou une 7e place. Mais ça n'ira pas plus loin. Par contre, une personne en qui je crois énormément, c'est Egan Bernal. Pourquoi ? J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Pour moi, Egan Bernal, sur le Giro, il a voulu se rassurer avant tout. Et je pense qu'il faut pas oublier ça, c'est que il revenait de saison galère. C'était la première fois qu'il revenait sur un grand tour avec l'étiquette de leader incontesté et favori. Donc pour moi, non, il fait partie pour moi des favoris. Pourquoi ? Parce que il a pas été mauvais là sur sa dernière course où il était certes sur le Tour du Burgos où il était pas forcément au niveau de Del Toro et de Ciccone. Alors après, on sait que Egan Bernal c'est un diesel, il va monter tranquillement en température, il va faire ce qu'il faut pour pouvoir être on va dire au top sur les étapes importantes. Mais justement, je reviens à ce que je disais au début de la vidéo. Pour moi, ce Tour d'Espagne, il est complètement différent, ce qui est logique, mais il est complètement différent du Tour d'Italie, en termes sur le type d'étape qu'on va avoir. Là, il y aura beaucoup moins de chances de pouvoir tenter de loin. Et le fait qu'il ne puisse pas forcément tenter de loin, ça va lui permettre justement d'aller pourquoi pas, chercher un beau classement général, parce qu'il va avoir comme une belle équipe autour de lui. C'est pas non plus l'équipe du siècle, je ne dis pas le contraire, mais il va avoir quand même une belle équipe. Et le fait qu'il ait il aura tout le monde autour de lui, pour moi, il peut aller chercher un très beau classement. Je sais que c'est pas forcément celui que les gens voient le plus, mais je pense honnêtement dans une équipe où le contre-la-montre par équipe, il va sûrement être dans les premières équipes, parce que faut pas oublier qu'il y a quand même un Ganna, Kwiatkowski, etc. qui vont être dans l'équipe, qu'il y a certes un contre-la-montre de 26 bornes, mais je pense pas que ce soit forcément là où il risque de perdre le plus de temps, parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit, pour moi Jonas c'est quand même le favori. Mais attention, je pense que ça peut très très vite tourner. Donc moi je mettrais une belle pièce sur Egan Bernal pour faire top 5. Alors pas plus, bien évidemment, je pense que le top 3 me semble beaucoup trop compliqué, mais par contre ouais, je suis très hypé par Egan et j'ai confiance en lui. Par contre, attention aussi, c'est que si jamais ce n'est pas le cas, si jamais en fait on est déçu par son grand tour, il va falloir commencer aussi à remettre en question un petit peu le côté, est-ce qu'il est vraiment leader, est-ce qu'il peut vraiment être leader sur un classement général, ou est-ce que c'est justement maintenant est-ce que ça va pas plutôt être un coureur qui doit aller dans les échappées, doit être un chasseur d'étapes. Ce ne serait pas surprenant, mais moi j'ai envie encore d'y croire. On est en 2025, j'ai envie de croire encore à Egan Bernal, donc on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'ai déjà parlé un peu de Ciccone plus tôt, donc je vais pas en reparler, mais en tout cas voilà à quoi devrait ressembler le classement final de cette Vuelta. Bien évidemment parce que j'ai la science infuse, tout le monde le sait. Mon top 5 serait Jonas Vingegaard en première position, suivi de Joao Almeida en deuxième position. La troisième place serait pour Giulio Ciccone, la quatrième place pour Giulio Pellizzari,
et une 5e place pour Egan Bernal. Voilà mon top 5. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Honnêtement, moi je me suis fait quand même aussi un petit peu plaisir. J'aurais pu prendre aussi les coureurs intrinsèquement et les classer de 1 à 5. Moi c'était pas mon objectif. C'était quand même de tenter quelques trucs, notamment Bernal. Est-ce que Bernal est vraiment, pour moi, est-ce que il va vraiment finir dans le top 5? C'est pas sûr. Pareil pour Ciccone. Attention, attention à ne pas être en forme trop tôt et après de s'écrouler sur les dernières grosses étapes de haute montagne. Mais en tout cas, pareil pour Pellizzari, est-ce qu'il va être en forme? Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de co-leadership qui va un petit peu l'embêter avec Jay Hindley? Enfin bref, il y a plein de questions qu'on va pouvoir se poser. Mais en tout cas, moi j'ai très très hâte à ce début de Vuelta. Dans le même temps, on suivra aussi le Tour de l'avenir hein, avec Paul Sexas. Mais en tout cas, il y a pas mal de monde à aller voir. Je pense notamment aussi au Léo Bizio, à Julien Le Cerf. Enfin, il y a plein de petits jeunes qui vont se découvrir dans différentes équipes. Donc, ça va être très intéressant de regarder tout ça, en espérant qu'on ne soit pas déçu de ce Tour d'Espagne. Hein, déjà que beaucoup appréhendent un petit peu. Évitons en plus de trouver ça décevant. Enfin, en tout cas, que le Tour on trouve ça décevant. En tout cas, j'espère que cette petite preview vous aura plu. C'est une première pour moi. J'ai fait ça un petit peu, voilà, avec mon ordinateur sous les yeux, de manière un petit peu, pas à l'arrache, mais on va dire, voilà, c'était une première pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner votre top 5 en commentaire aussi. Ça pourrait être intéressant de pouvoir échanger avec vous sur votre classement et sur vos favoris sur les différents maillots. Et puis on se retrouve ce week-end pour le début de la série Vuelta sur Tour de France 2025 et vous verrez du coup avec quelle équipe j'ai décidé de partir. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.